Bonjour, donc je suis Eric Seba, psychologue, ce que vous connaissiez peut-être sous le nom de psychologue scolaire, qu'on appelle maintenant psychologue éducation, développement et apprentissage. Et mon métier est de travailler dans les écoles, de rencontrer les familles, les parents, les enfants, les enseignants, et de mettre en œuvre les processus qui vont permettre une meilleure orientation, mais aussi une bonne prévention des difficultés que l'enfant peut rencontrer à la fois à l'école, mais aussi au niveau psychologique. Avant de commencer, je vais quand même dire que c'est un métier, je ne regrette pas de l'avoir fait, ça fait longtemps que je le fais maintenant et je suis vraiment très heureux d'avoir choisi la voie de la psychologie. C'est un métier extrêmement varié au sein même de ce que je fais et c'est un métier aussi extrêmement varié au sein même de l'entité, la psychologie. C'est-à-dire que si vous choisissez la psychologie, vous pouvez choisir de travailler dans énormément de domaines. Vous pouvez travailler en psychologie sociale, en psychologie de l'espace pour l'organisation, par exemple, des grands espaces. Quand on construit une gare, un grand bâtiment, on fait appel à des psychologues. Vous pouvez faire appel à des psychologues dans dans le champ professionnel. On utilise des psychologues pour tout ce qui est gestion des ressources humaines, recrutement, audit en entreprise. Donc ça, c'est aussi des grands champs d'investigation si plus tard vous êtes plus orienté vers les entreprises. Il y a bien sûr toute la dimension clinique qui est très importante. Dans le développement, c'est-à-dire que vous pouvez choisir aussi le métier, l'âge ou le type de public avec lequel vous souhaitez travailler. Les enfants, comme moi-même, vous pouvez travailler bien sûr avec des adultes ou alors vous occuper plus spécifiquement des personnes âgées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez travailler aussi dans la recherche, aussi, notamment en neurophysiologie ou dans tous les domaines un petit peu plus contigus au champ médical. Et vous pouvez aussi être psychologue, conseiller d'orientation, ce qui est aussi un très beau métier que j'ai fait quelques années, qui permet là aussi d'aider les jeunes peut-être à élaborer sur leurs futurs projets, à penser et à s'informer. Voilà. Alors, dans mon métier plus spécifiquement, mes missions, c'est pourquoi je suis payé. Je suis payé, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, entre guillemets, nous sommes experts en matière de bilan auprès des enfants. Autrement dit, il y a des commissions qui vont utiliser nos bilans afin de se faire une idée, dans le cadre de concertation, des difficultés d'un enfant et des réponses qu'on peut apporter pour les aider. La commission avec laquelle je travaille le plus, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Le handicap étant bien sûr situé dans une notion très temporaire maintenant et souple, hein, c'est pas forcément des handicaps lourds et définitifs. L'orientation d'un enfant dans une structure, que ce soit un ITEP, un institut avec une dimension thérapeutique pour enfants ayant des difficultés de comportement ou de caractère, que ce soit pour l'attribution d'une AESH, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir accompagner un enfant au sein même de l'école pour l'aider à raccrocher aux enjeux, aux objectifs sociaux de socialisation et scolaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, par le biais d'une commission des droits à l'autonomie, la CDA, où le psychologue aussi peut être présent pour justement lire les bilans de ses collègues. Donc ça, c'est une partie importante. Il y a les orientations au niveau toujours des bilans pour d'autres commissions comme la CDO, c'est-à-dire pour tout ce qui est orientation dans le domaine de l'ECPA. Voilà. Et puis alors ça, c'est pour ça qu'on est payé, si je puis dire. Hein. C'est le cœur de notre travail. Mais après, il y a la dimension quand même plus large et plus éthique qui m'intéresse beaucoup, qui consiste à, à accompagner des familles, à leur permettre tous ensemble, avec les enfants, d'élaborer sur les difficultés rencontrées, d'exprimer les conflits, les difficultés de façon à pouvoir si c'est possible, les sublimer. Tout ce qui est mal dit, je me permets un petit détour en latin, mais maledictus, malédiction, c'est tout ce qui est mal dit amène au conflit, à la névrose, au mal-être, et tout ce qui est bien dit, benedictus, est une bénédiction, et donc amène à un mieux-être, à une possibilité de dialogue, d'ouverture. Alors j'ai perdu ma collègue, du coup je me sens un peu seul. Dire les choses
d'amener les choses à se dire simplement. Ce que je trouve personnellement tout à fait intéressant aussi dans cette dimension de mon travail, donc qui consiste en une qualité dynamique et ouverte d'écoute avec les personnes que je rencontre, c'est aussi une espèce de, comment je peux dire ça, c'est à la fois d'utiliser une grille méthodologique, celle que j'ai appris à la fac, pour pouvoir proposer des réponses à une situation clinique, à une situation vécue, mais c'est aussi de pouvoir renoncer un petit peu à soi et à sa problématique, s'oublier, si je puis dire, pour, euh, pour autoriser ou pour favoriser un dialogue, une rencontre qui est d'inconscient en inconscient. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des échanges avec des enfants ou avec des parents, les choses ne se passent pas forcément dans le domaine de la maîtrise, de la conscience des choses, mais aussi dans ce qui est un petit peu plus à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous essayons de rencontrer, cette sincérité, cette spontanéité, en lâchant, si je puis dire, ces certitudes pour essayer de s'asseoir à côté de la personne et de pouvoir avoir un vrai dialogue. Ça, c'est la partie qui me paraît, pour ma part, la plus intéressante. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore sur mon métier? C'est un métier que, euh, oui, alors c'est vraiment, on en parle peu à la fac, mais une fois qu'on est sur le terrain, on peut dire que c'est un métier de solidarité. Souvent, on pense que les psychologues cliniciens, ils sont là un petit peu dans l'écoute et l'analyse de ce qui est là, et puis vous renvoient quelque chose au travers, on va dire, d'un certain silence. Mais ce que je fais souvent, c'est, je vois pas mal de gens qui sont en souffrance. Donc, ce que je fais souvent, c'est plus du renforcement narcissique, c'est-à-dire aider les personnes à pouvoir réfléchir sur leur situation et puis aussi les valoriser. Je vois souvent beaucoup de mamans qui sont un petit peu en difficulté et qui font énormément de choses importantes pour leurs enfants, mais qui sont par exemple encore dans la culpabilité ou dans la peur, alors qu'elles amènent énormément à leurs enfants. Donc il y a aussi, j'essaye d'amener un juste retour des choses, notamment quand le papa n'est pas trop là, pour que les mamans puissent se réapproprier leur place de maman. Et c'est aussi un enjeu de mon entretien, de l'entretien que j'ai avec les parents dans ce cas-là, c'est c'est de pouvoir faire un travail sur la parentalité et que la personne se sente un peu plus père ou mère dans ses possibilités en quittant mon bureau. L'entretien est donc un travail de transformation pour que la personne qui vient avec une problématique qui est fermée puisse devenir ouverte ou la plus ouverte possible en sortant. Du côté des enseignants, je serais plutôt dans la dimension d'aide à l'élaboration sur les difficultés d'un enfant. C'est-à-dire qu'on m'appelle, alors souvent nous proposons, là où je travaille, c'est-à-dire, je ne suis même pas assez présenté, sur Bichevillers, nous proposons une feuille de demande d'aide qui est un peu structurée, une feuille blanche me suffit, notamment pour les maternelles où les problématiques sont quand même beaucoup plus fluides et ouvertes, pour que le collègue enseignant puisse réfléchir sur la situation, aller au-delà d'une demande purement pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de réussite aux évaluations et ce genre de choses, qui sont importantes, et bien sûr, mais aussi pour parler un petit peu avec cœur de ce qui ressent de l'enfant, de ses liens sociaux, de ses ressentis qu'il a eu avec les parents, à tout l'espace qu'il y a autour de l'enfant. Parce que ce qui est fondamental, c'est pas de regarder un enfant, c'est de regarder le lieu de vie et toute la dynamique dans laquelle il baigne et qui vont rentrer dans le cadre de l'approche clinique. Clinique, ça vient, je crois, du latin, je me souviens plus trop maintenant, qui veut dire le lit. Et c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on observait à l'époque dans les hôpitaux, c'était in vivo. C'est vraiment les situations vécues réelles que sont les situations cliniques. Et le psychologue clinicien, dont je fais partie, va essayer de partir de cette réalité pour en faire quelque chose qui ouvre et qui permet un dépassement dans sa dimension plus thérapeutique. Il y a donc une dimension thérapeutique en deux, mais en un, d'abord une dimension de bilan, c'est-à-dire d'évaluation, d'enquête, de réflexion et de ratissage, si je puis dire, d'un corpus qui va me permettre d'avoir une vision plus large du monde de l'enfant et pas uniquement celle des parents ou des enseignants. Il y a un chapitre important dans mon métier qui est l'analyse de la demande, en tout premier lieu. Et cette analyse de la demande va justement me permettre d'essayer de voir s'il y a une demande un peu en amont de la demande présentée. S'il y a des choses un peu cachées qu'on peut révéler pour que cette demande devienne plus claire, plus sincère,
plus honnête et plus réalisé, plus travaillé. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc mon parcours d'études, ça a été la psychologie clinique. Hein. Donc pour faire psychologue dans l'éducation nationale, qui, je le précise, est le plus grand recruteur des psychologues, me semble-t-il. Et donc ça, c'est vraiment aussi une valeur ajoutée, c'est qu'on peut trouver du travail parce qu'il y a quand même des besoins importants. Euh, pour faire psychologue clinicien, alors on peut être moi, je suis clinicien, mais on peut aussi faire du développement et j'ai eu pas mal de stagiaires qui ont fait en fait la psycho du développement et notamment s'intéresser aux enfants. Voilà. Il faut un master, bien évidemment, pour pouvoir le réaliser d'une façon officielle. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier, je me demande encore. Il est clair que quand on choisit un métier, on a une vision encore très fermée, dynamique, intéressante, mais très fermée de ce qui nous attend. Et ce que je trouve très beau dans le métier de la psychologie, c'est que justement, on réalise au fur et à mesure tous les intérêts qu'il y a à faire ce métier. À partir du moment où on est ouvert aux autres, on s'intéresse aux autres, on veut. Dans un premier temps, par exemple, je voulais aider les autres. Après, je me rends compte que si je suis attaché à l'idée d'aider les autres, je n'y arriverai pas trop parce que le besoin, l'envie d'aider va me freiner dans la possibilité de le faire. C'est donc plus, comment je peux dire ça? C'est plus cette notion de partir avec la personne, à côté de la personne, avec les éléments qu'elle a, et de l'amener en partant d'elle à pouvoir dire les choses. C'est vraiment de l'accompagnement. Voilà. Il n'y a pas un psychologue qui sait des choses, qui est hyper scientifique, et puis voilà, qui va par ses compétences extrêmes aider la personne. C'est pas ça. Il y a des compétences bien sûr, mais c'est d'abord cette capacité, je crois, à un dialogue vivant et ouvert. Et c'est ça, là que c'est intéressant, qui va nous permettre de vivre ensemble une situation. Moi, avec l'extériorité que je peux proposer, pour justement que la personne puisse un peu se désaliéner de. Souvent, quand il y a souffrance, il y a aliénation. Et j'essaie plutôt d'amener cette aliénation à l'altérité, c'est-à-dire à être ensemble, à vivre ensemble et à accepter l'autre. Voilà. Très bien. Donc, Là, oui, oui. allez-y. Vous voulez continuer ou est-ce qu'on commence avec les Oui, conclusions non, je regarde un petit peu ma page, les avantages et inconvénients, mais je crois que j'ai plus ou moins. Après, j'avoue que c'est une question de choix personnel. Il y a derrière le choix professionnel un projet de vie. Mon projet de vie était pas de bosser en entreprise ou d'avoir. Il y avait une dimension éthique. Alors même si en entreprise il y en a une, mais il y avait quand même une dimension éthique qui était importante. Et et l'avantage en fait, de travailler dans l'éducation nationale pour moi, je l'avoue, était aussi d'avoir la sécurité de l'emploi. C'est important. Hein. Ce projet de vie-là m'amenait aussi à me dire, eh ben voilà, je vais pouvoir construire, je vais pouvoir avoir ma vie personnelle en étant tranquille de ce point de vue-là. Bien sûr, c'est un choix personnel. Il y en a beaucoup d'autres à faire. Voilà. Et l'avantage du métier est très important aussi, c'est le dialogue avec énormément de personnes. Je rencontre des gens dans beaucoup d'écoles. Sur Bischwiller, c'est une REP, alors il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de travaux pédagogiques qui sont faits, et j'ai à être disponible au maximum pour les enfants, et ça, c'est vraiment fantastique, j'adore ça. Voilà, les inconvénients, ils vont toucher à la personnalité de chacun. Pour ma part, ce qui est une vraie souffrance au bout d'un moment, c'est les longues et longues réunions. Ça, c'est pas évident. C'est une question de caractère. Il y a des gens qui sont très bien assis en réunion. Moi, je préfère bouger, rencontrer les gens et puis essayer de mettre quelque chose d'un mouvement, tant dans l'entretien que dans toutes les rencontres que je fais. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais dire. Ok, je vous remercie déjà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Nous en avons déjà quelques-unes, mais j'invite les autres participants à en envoyer d'autres si vous en avez. Donc, une des premières questions, vous accompagnez des enfants de quel âge? Alors, merci de cette question parce que j'aurais pu aussi le dire. Alors, dans les écoles primaires, il y a la maternelle et l'élémentaire. Donc, ça va de 2 ans et demi en maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. Normalement, c'est 10 ans, mais ça peut tourner à 11 ans. Voilà. Et dans ce cadre-là, je rencontre des enfants
Tout ce qui est un peu en amont, ça sera bien sûr de la prévention, notamment en maternelle. Je viens beaucoup en maternelle en début d'année pour essayer de voir quels enfants, juste observer, voir quels enfants ont des difficultés. Si c'est mineur et circonstancié, tant mieux, mais malheureusement, parfois, il y a des enfants qui arrivent et qui sont dans des situations cliniques importantes. Et là, il faut commencer, si ce n'a pas été fait en amont par des organismes très bien comme le CAMS, le Centre d'accompagnement social médico-social précoce, si ça n'a pas été pris en amont par des structures, mon travail va être de défricher le terrain et d'amener les parents à réaliser les difficultés avec les équipes, c'est toujours en concertation, à réaliser les difficultés que rencontre leur enfant dans le champ social ou développemental. Voilà. Pour les plus grands, plus ils grandissent, plus ça sera des bilans plus ou moins autour de l'orientation, sauf lorsqu'il s'agit d'unités locales d'inclusion scolaire, les ULIS, anciennement CLIS, où là, les enfants, si vraiment on me demande dans le bilan de faire un pronostic de faisabilité de parcours. En gros, c'est ça qu'on me demande du point de vue de l'État. Est-ce qu'un enfant peut suivre ou non? Et si l'enfant, avec le regard des collègues, on est tous d'accord pour dire qu'il ne peut pas suivre, alors il faut que l'enfant puisse garder sa place à l'école, son bien-être, puis se sentir élève. Et donc là, on peut proposer des ULIS ou d'autres structures, c'est essentiellement l'ULIS, pour que l'enfant qui arrive avec souvent un sentiment de rejet, d'exclusion et de mal-être puisse trouver sa place et être bien. Et j'ai vu, ça fait 20 ans que je suis psychologue, ça fait 20 ans, et c'est génial, que je vois des enfants qui sont pas bien à l'école, en CP, en grande section, même en CE1, et quand, par des processus de deuil, des processus d'accompagnement, les familles acceptent l'ULIS, parfois ils le demandent aussi, je vois des enfants qui, au bout de quelques mois, sont vraiment beaucoup plus heureux, souriants, et commencent à parler, à se sentir élèves. Enfin, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est aussi un avantage, c'est de faire partie des gens qui proposent ces aides pour que l'enfant aille mieux. Alors, du point de vue des parents, c'est pas toujours aussi bien vécu, bien évidemment, parce qu'il faut, et là aussi, c'est un chapitre à présenter, c'est l'annonce du handicap. Alors, parfois, bien sûr, je suis psychologue, je suis pas une équipe en psychiatrie, je vais pas donner de diagnostic, mais en termes de fonctionnement mental et d'observation, je peux proposer aux parents d'entendre comment l'enfant fonctionne à l'école, et souvent ils connaissent bien, voire bien mieux que l'enfant que moi, et j'ai d'autres mots simplement pour les amener à prendre conscience voilà, des difficultés de leur enfant. Merci. Voilà. Autre question, quels sont les salaires possibles? Est-ce que vous pouvez nous indiquer une fourchette? Alors les salaires, c'est sûr que si vous travaillez dans l'éducation nationale, faut pas chercher non plus à être très très riche. Ce sont les salaires d'un instituteur. Alors je sais plus parce que je suis en fin de carrière, donc c'est plutôt, je crois que c'est 1700 euros au début. L'évolution est rapide et en fin de carrière, on doit être avec ces nouveaux salaires, c'est-à-dire les prélèvements à la source, on doit être à 2007, voilà, dans ces eaux-là, 2006-2007. Ouais. Très bien, merci. Qui peut faire appel à vous? Professeurs, parents, enfants, d'autres professionnels? Alors, merci, là encore, c'est une bonne question. Tout le monde peut faire appel à moi. C'est-à-dire que l'idéal pour qu'il y ait une relation d'accompagnement qui se mette en place, c'est que ça vienne des parents. Alors, bon, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que ça permet d'avoir une véritable participation familiale. Après, souvent, comme ça part de l'école et que ça part de besoins pédagogiques, c'est un peu anticipé par les enseignants qui m'appellent, bon, et à très juste titre souvent, et du coup, j'ai un formulaire d'autorisation pour voir les enfants. L'idéal, c'est que je rencontre bien sûr les parents dans un premier temps pour justement cette fameuse anamnèse, quand je parlais de ratisser toutes les informations, de savoir d'où je pars pour rencontrer l'enfant. Je reconnais très humblement que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, que j'ai pas toujours le temps et que les parents sont pas toujours disponibles aussi pour un premier entretien. Donc, je fais mon travail et après, je le restitue. Voilà. Donc, tout le monde peut m'appeler, bien sûr, avec l'accord des parents. Je travaille aussi avec les orthophonistes et plus encore avec des structures extérieures qu'on appelle les CMP ou CMPP. Le CMP, c'est le centre médico-psychologique, notamment celui de Bischwiller, qui est un excellent centre avec lequel je travaille depuis longtemps et qui ont des structures beaucoup plus riches et plus variées que moi pour accompagner un enfant, notamment des groupes thérapeutiques, orthophonistes, psychomotriciennes, assistantes sociales,
Ils ont aussi une structure vraiment intéressante pour enfants avec plus de difficultés. C'est l'hôpital de jour. Voilà, là, c'est pour des choses un peu plus compliquées, mais qui accueille les enfants toute la journée avec des scolarisations peut-être plus ponctuelles. Les enfants que je vois en général sont des enfants qui ont des difficultés beaucoup plus, entre guillemets, un peu moins lourdes, plus normales, j'aime pas ce terme, voilà, plus classiques, et qui vont du coup être prises au CMP ou au CMPP de façon plus ponctuelle, les mercredis ou de temps en temps. La deuxième instance avec laquelle je travaille, c'est le centre médico-psychopédagogique, le CMPP. C'est un peu la même chose, si je puis dire, les mêmes équipes, sauf qu'ils n'ont pas les groupes de type hôpital de jour ou groupe thérapeutique. Mais ce sont aussi d'excellentes structures qui accompagnent d'un point de vue psychologique les enfants et qui ont aussi orthophonie motricienne de mémoire et assistante sociale. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez constaté une évolution des difficultés des enfants depuis le début de votre carrière? Phobie, par exemple, harcèlement, est-ce qu'il y a des... Oui, 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 c'est aussi une bonne question parce que c'est vrai. Au début de ma carrière, c'était beaucoup plus, enfin, je trouvais ça plus fluide. Maintenant, je rencontre un peu plus de psychiatrie. Vous savez, quand on est étudiant, on pense que la psychiatrie, c'est quelque chose qui tombe un peu comme ça, de façon abrupte. Mais non, c'est aussi le fruit de difficultés éducatives, de conflits éducatifs, et parfois les enfants ont plus de mal à s'en sortir et peuvent s'orienter vers il y a des choses plus dures et plus rigides. Voilà. Donc je rencontre un petit peu plus de violence, un peu plus de psychiatrie, un peu plus de difficultés éducatives et sociales. De façon générale, hein, quels que soient les secteurs, bien sûr. Je précise, je suis sur Bijulaire, mais je suis Grise, Coursenouze, et un peu partout, je rencontre quand même des difficultés, peut-être un peu moins éducatives dans les villages, mais ça reste malheureusement un petit peu plus difficile maintenant. Si je puis dire, c'est pas évident de grandir et d'être un enfant parfois. Voilà. Quelle qualité personnelle faut-il posséder pour exercer ce métier? Alors, excusez-moi, mais là, je vous vois à peine et j'entends Ah. de façon hachée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. D'accord. Quelle qualité personnelle faut-il posséder Oui. pour exercer votre métier? Quelle qualité faut-il avoir? Alors, quelle qualité personnelle faut-il? Avoir, posséder. Oui, alors la qualité qu'il faut, il faut, il faut une capacité, je crois, d'ouverture et de réceptivité, euh, de mettre de côté tout fantasme à la fois de maîtrise et euh, et d'aide. Parce que si on veut vraiment aider, se dire, voilà, je suis là, je vais aider plein d'enfants, plein de familles, plein de parents, évidemment, c'est bien. Mais si on a ça trop en tête, ça peut être déprimant parce que ce qui est important, c'est pas ça, c'est de se donner les moyens de ce que les autres puissent prendre ces outils qu'on leur propose, cet échange qu'on leur propose pour qu'ils en fassent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Si j'attends des résultats, que je suis dans le contrôle et la maîtrise, c'est pas terrible. Il faut donc cette dimension de pouvoir travailler en arrière-plan dans une certaine confiance par rapport à ce qui nous a été transmis, ce qui m'a été transmis, c'est-à-dire à la fac. Hein, fac de Strasbourg était une très bonne fac. Il faut aussi, qu'est-ce qu'il faut encore comme métier? Il faut aussi une capacité d'analyse et de synthèse qui est importante parce que euh, il faut quand même faire la synthèse de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit pour justement pouvoir en proposer quelque chose qui soit lisible, soit sous forme de bilan, soit de façon orale pour les parents, pour qu'on puisse en faire quelque chose de dynamique et d'ouvert. Voilà. C'est ces qualités-là que je verrai en premier lieu. Ok, très bien. Alors, une nouvelle question. Comment se passe un échange avec un enfant? Alors, dans un premier temps, alors le cadre, l'échange avec l'enfant, ça va être de lui expliquer pourquoi je le rencontre. Parce que je le cherche en classe la plupart du temps. Alors, ils me connaissent, ils m'ont tous vu depuis leurs 3 ans, ça c'est sûr. Pardon. Mais ils n'aiment pas trop. Enfin, je comprends que si moi je suis dans un groupe et qu'on m'appelle, il y a le regard de l'autre. Donc, j'avoue que je ne le fais pas toujours, mais souvent, j'explique aux enfants quand je viens, voilà, je suis psychologue scolaire, j'explique un petit peu pourquoi, d'une façon générale et d'une façon très neutre. Alors, quand l'enfant vient, eh bien, je le reçois dans mon bureau, je lui montre l'autorisation pour qu'il voit que ben, son papa, sa maman, voilà, sont au courant.
Je lui explique un petit peu pourquoi on se voit, c'est-à-dire la maîtresse, ce qu'elle a dit. J'essaie toujours de mettre les enfants à l'aise, donc je sors des blagues, et ce qui me permet aussi d'avoir une vision clinique de l'enfant. Si l'enfant me dit qu'il est pris, mais qu'il rit à toutes mes blagues et qu'il a l'air détendu, j'essaie quand même voilà, j'aurais pas la même réaction, le même regard que si l'enfant est beaucoup plus en lourdeur et beaucoup plus dans l'immobilité, dans la lenteur. Donc, le premier temps de rencontre est important pour que ce que les psychologues appellent le transfert et le contre-transfert puissent se mettre en place de façon heureuse. Le transfert, c'est-à-dire que l'enfant puisse se dire, eh ben moi, cette personne que je rencontre, je vais pouvoir aussi lui parler de moi, je vais pouvoir lui faire confiance, je vais pouvoir faire un bilan, raconter des planches, des images, ou alors répondre à des questions de type le fameux quotient intellectuel que j'utilise souvent. Il faut que ce transfert soit positif, il soit sain, il soit bon. Donc, il y a vraiment une relation à mettre en place déjà dans les premières secondes. C'est très important. Alors, on a des masques maintenant, mais être capable de sourire, être capable de blaguer, être capable d'écouter, de relancer. Je dirais en gros, avec mes mots, de parler simplement. Voilà, quand on peut se parler simplement, c'est beaucoup plus facile. Et après donc, lors de l'entretien, il faut que le travail soit en confiance. C'est-à-dire, par exemple, j'explique aux enfants, quand je fais un QI, qu'au début, c'est facile parce que ça commence pour les 6 ans, mais qu'après, c'est de plus en plus dur parce que ça va aux 16 ans. Donc, il est normal que l'enfant ait du mal. Et voilà, je le mets en confiance. Après, la passation des QI, pour rester dans ce cadre-là, en elle-même se veut neutre et non aidante. Donc, il faut aussi être capable de mettre de la confiance là où il y a quand même une certaine froideur dans la passation. Voilà. Donc l'aspect relationnel dans l'entretien est important. Il y a la première partie, avant de parler des QI et des autres tests, toute cette dimension de rencontre. Donc on est là et puis on va commencer à se parler simplement, naturellement, je lui explique comment il va, je lui demande ce qui le rend heureux, ce qui le rend moins heureux, s'il a des soucis, puis plus concrètement, parce que certains, vous pouvez être sûr que quand vous dites à un enfant comment tu vas, ils vont tous dire ça va bien, même s'ils ont des problèmes kilométriques. Donc j'essaie ensuite d'enquêter, de voir avec lui comment ça se passe à la maison, s'il veut bien m'en parler, bien sûr. Je lui explique que j'ai toujours besoin de son autorisation. Moi, je lui explique pourquoi je suis là, quelles sont les attentes, et ce qu'il peut bien sûr me parler s'il le veut, s'il veut pas, c'est pas grave. Voilà. En général, ils sont quand même assez contents de pouvoir parler. Mais pour ça, il faut que la relation soit bonne dès le départ. Donc j'ai l'avantage d'étant très présent dans les écoles, que tout le monde me connaît et qu'on ne me regarde pas comme un extraterrestre. Ok. Et quand un enfant, pardon, n'est pas capable de mettre en place une relation, soit parce qu'il est trop petit, qu'il pleure, c'est aussi un signe clinique quand ils ont 3 ans, 4 ans, voire 5 ans et qu'ils pleurent parce que j'arrive, c'est quand même, ça rentre dans le cadre d'une dimension d'observation, soit quand l'enfant ne peut pas mettre en place une relation, c'est aussi un élément qui rentre dans le cadre de mon bilan et de mon analyse. Voilà. Ok. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de cette demi-heure. Le temps est très vite passé. C'était très intéressant, Monsieur Seba. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. Donc, j'espère que pour vous, visiteurs, vous étiez aussi satisfaits de cette présentation et que voilà, elle a permis en tout cas de répondre à vos questions. Donc, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez encore aller visiter d'autres salles. Il reste encore 2 interventions ce matin. Donc, vous avez le choix encore d'autres métiers. N'hésitez pas également encore à cliquer sur le lien du questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous aussi d'avoir votre retour. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Seba, et à très bientôt. Bonne Merci journée à à vous. tout le monde. Au revoir. Au revoir.